Camp de réfugiés. C'est un mot qu'on a tous déjà entendu des centaines de fois. Parfois à la télé, aux infos, entre deux sujets, on nous annonce souvent des chiffres. Tant de morts, tant de déplacés. 5 millions de civils soudanais. Plus de 150 000 morts. Tens of millions of Sudanese. Je sais pas vous, mais c'est presque devenu banal. Et si on connaît les images de guerre, de bombes, de chaos, eh ben, on parle beaucoup moins de ce qui vient après. Comment vivent ces survivants dans les camps? Qui sont ces gens? Quelles sont leurs histoires? Et le plus important, en fait, comment s'organise le camp? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai décidé de me rendre au Tchad, dans un de ces camps de réfugiés, à la frontière avec le Soudan. Bon les amis, on vient d'arriver à Adré. L'aéroport il est tout fier, hein. C'est ça l'aéroport. Et là on a un véhicule qui est venu nous chercher. Donc là on a pour 1 heure de route pour arriver au camp d'Abou Tengue. Donc le périple n'est pas terminé. Pendant une semaine, je vais suivre Nouria, une jeune pédiatre qui vient d'arriver sur place avec MSF, Médecins sans frontières. À travers son témoignage, mais aussi grâce à toutes les rencontres qu'on fera sur place, on va tenter les amis de comprendre la réalité dans un camp de réfugiés. On est vraiment au milieu de nulle part. Et là, on est à peu près 20 km de la frontière soudanaise. Dans 10 km, on arrive au camp d'Abou Tengue. C'est là où on va passer la prochaine semaine. Il fait 42 degrés. C'est chaud, très très chaud. Je pense que c'est une semaine où on va apprendre beaucoup de choses. À mon avis, ça va être pas mal intense. Et on est là pour rester une semaine. Avant de partir, évidemment, j'ai été briefé. Dans le camp d'Abou Tengue, il y a environ 50 000 réfugiés soudanais. Sur le camp, il n'y a pas grand-chose. Pas d'électricité stable, pas d'eau courante, bref, peu d'infrastructures. MSF y est présent depuis 2 ans et y a installé un centre de soins pour accompagner les personnes réfugiées. En fait, pour que vous vous rendiez compte, toutes les tentes que vous voyez autour de moi, là, c'est tout des... c'est l'hôpital en fait, il y a la pédiatrie, la maternité, les soins intensifs, ambulatoires, etc. Et là, en gros, juste là, il y a l'entrée de l'hôpital. Je crois que ça ouvre dès 6 h, hors urgence, bien sûr. Donc là, on arrive dans la zone hospitalière. Salut, on fait un tour du service. Donc là, on est dans la zone de triage et on peut avancer sur la zone de soins intensifs. En fait, le centre de soins, c'est assez grand et c'est plein de différentes tentes, chacune avec un rôle bien précis. En gros, quand quelqu'un arrive pour se faire soigner, il est d'abord orienté en fonction de son problème. Il y a une tente pour les soins ambulatoires, une autre pour la pédiatrie, une pour les soins intensifs. Sur toute cette ligne-là, ça va vraiment être la zone de la maternité. Nouria, elle, est là depuis 2 semaines. Elle est en médecine interne en pédiatrie à Genève. Mais ici, à Abou Tengue, elle assiste les équipes en tant que pédiatre. Donc sa spécialité, c'est les enfants. Donc là, on vient de passer par la zone de pédiatrie qui se trouve au fond. C'est là que tu passes la plupart de ton temps? Non, je dirais que je passe plus de temps au baby corner. Ah ouais? Ouais, quand même. Je vois qu'il kiffe faire le bébé corner. Oui. J'adore les bébés. Ce baby corner, c'est un espace spécial où sont suivis les nouveau-nés. Là, par exemple, il y a 2 bébés nés prématurément à 5 mois et 6 mois. Hier soir, on avait eu le problème du matelas chauffant, de la rampe. Tout ça, c'est résolu du coup? Ouais. Là, je dirais qu'on est sur la bonne voie. Elle a encore besoin d'oxygène, ce qui est normal. Et puis au niveau de la température, elle a encore besoin du matelas chauffant, elle a besoin de la lampe chauffante. Mais c'est normal, elle n'a pas assez d'énergie pour maintenir sa température. Et puis c'est pour ça qu'on remplace ça, entre guillemets. T'as eu ce truc un peu de se dire ouais, c'est là que je vais passer les 4 prochains mois de ma vie? Ouais, clairement. Ah ouais? Et ça allait ou t'as senti que tu faisais genre... C'est comme si tu faisais un nouveau taf? Ah ouais, c'était clairement nouveau. Ah ouais? Disons que c'était les premières 24 heures. On a eu 2 cas de rougeole, 1 cas de tétanos. Et là, je me suis dit, waouh, c'est des choses que j'ai appris dans mes études, mais que j'ai jamais pu appliquer. Et d'un coup, je débarque et en 48 heures, je suis déjà exposée à ces maladies-là. Au niveau des patients, t'as eu quoi comme cas là depuis que t'es arrivé? Au niveau de la pédiatrie, je dirais que c'est des cas de pédiatrie générale. Tu vas avoir des cas de pneumonie, des gastro-entérites majoritairement. Et puis après, tu vas avoir vraiment l'unité de malnutrition. On sait que ces enfants, vu qu'ils sont malnutris, ils ont moins d'énergie, moins de nutriments, ils manquent de vitamines et puis ils ont surtout une immunité qui est plus faible.
Et une infection qui peut paraître bête pour un enfant lambda, bah, eux, ils vont être beaucoup plus à risque de faire des infections sévères. Donc ils nécessitent une surveillance plus rapprochée. Ouais. Bon, les amis, je suis allé visiter la néonate, c'est là où il y a les nouveau-nés. Je suis genre méga bluffé du fait qu'on est au milieu de nulle part et qu'il y ait une telle organisation. C'est fou, c'est fou. Mais j'avoue que il y a 2-3 petites crevettes, ouais, c'est impressionnant quand même. Mais bon, là ça continue, il est 7h50 et là je vais voir un peu les autres services. Tout au long de la journée, les soins s'enchaînent. Moi, je suis Nouria qui passe d'une tente à l'autre, de cas plutôt bénins à d'autres plus complexes. Un enfant de 8 ans qui a été amené par sa mère pour une toux chronique évoluant depuis 3 mois avec une perte d'appétit, baisse de l'état général et puis une perte de poids. On va justement voir aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui arrive à cet enfant. Il ne m'avait pas laissé à l'entrée. Ah, si. On regarde à la lumière du jour. Oui. Il est énorme son cœur. Ouais. Et cet enfant, à ce moment-là, eh ben, je savais pas qu'on allait le revoir quelques jours plus tard et qu'il allait devoir se battre pour sa vie. Bon les amis, fin de cette première journée, j'ai eu une visite très rapide du camp, mais c'était très rapide, je vous en montrerai un peu plus demain. Mais là c'était un peu repérage, prendre un peu mes marques, savoir ce qui est possible de filmer, est-ce qu'on peut pas filmer, quoi. L'idée c'est pas d'arriver avec la grosse caméra comme ça et de braquer les gens, parce qu'on parle beaucoup de conflits, mais on parle pas vraiment de ce qui se passe après, de où vont ces réfugiés, comment se passe leur quotidien loin de chez eux. Et puis surtout qui sont ces jeunes qui partent à l'étranger pour s'engager comme Nouria. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, mais la grande aventure commence demain, je pense. Bon, c'est l'heure de la première douche. Donc en gros, tu prends ton linge, tu prends ton seau d'eau. Je prends le petit truc jaune là, je prends un peu d'eau, je me verse dessus, je me savonne. Tu sais que tu fais, je sais pas moi, 10-15 fois d'aller-retour, pareil t'as plus d'eau. Donc voilà, je vais me doucher. Je suis arrivé dans ma chambre. Bon regardez, moi je dors juste là. Donc voilà, comme ça on voit à quoi ça ressemble. Et je vais aller me coucher, parce que si les journées à cause de la chaleur commencent très tôt et se terminent assez tôt aussi, du coup tout le monde est au lit vers 22h. Donc je vais aller me coucher, là il est tard, il est 23h20, c'est très tard ici. Allez, bonne nuit. Je suis trop fatigué là. J'ai trop mal dormi, j'ai ma porte qui a fait que de s'ouvrir. Du coup j'ai dû prendre un câble USB pour bien attacher. Ah, les amis, début d'une nouvelle journée. Là je vais commencer un peu à récolter des témoignages, prendre le temps d'écouter qui sont ces personnes, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'elles ont un peu vécu pour en arriver jusqu'à là. Ça va être méga intéressant parce que pour l'instant, tout est un peu en surface. Là, l'idée, c'est d'entrer un peu plus dans le deep. Dans le camp d'Abou-Tengue, on compte environ 50 000 personnes qui ont dû fuir les violences de la guerre. La plupart sont soudanais massalites, une communauté qui a été particulièrement ciblée par les attaques. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de rencontrer certains d'entre eux, entendre leurs témoignages, mais aussi découvrir leur quotidien depuis leur exil. Abdul Majid a 25 ans et Salwa 28 ans. Ils ont fui la guerre et se sont retrouvés dans ce camp. Ils étaient les deux étudiants et du jour au lendemain, leur vie a changé.
J'étais au marché aussi quand la guerre était commencée. Tu étais seul au marché? J'étais avec mes amis au marché et je n'ai pas eu l'accès encore de retourner à la maison. فاحنا اصلا عندنا في يعني احنا اخوات بس ما عندنا اخوان وعايشين سوا يعني مع العائله كلها في البيت. ابوي طبعا تعبان يعني هو كان. Parce que quand tu étais au marché, tes parents ils étaient où? À la maison. À la maison? À la maison. Et quand le réseau est déjà coupé, donc on ne s'est pas encore rencontré avec eux. Et jusqu'à là, donc, je me retrouve ici et on ne s'est pas encore retrouvé. Et on peut dire paix à leur âme. En avril 2023, des premiers combats éclatent à Khartoum, la capitale du Soudan. Deux groupes s'affrontent, l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Les deux chefs de ces groupes gouvernaient ensemble depuis le coup d'État de 2021. Mais comme souvent, tout a explosé au moment de rendre le pouvoir. Hundreds of people are dead as a bloody battle for power rages on in Sudan. Au début, beaucoup pensaient à une bataille entre militaires. Mais très vite, la guerre a pris d'autres proportions et la population était prise pour cible. Parmi toutes les régions touchées par la guerre, la région d'Al Janina, située à la frontière tchadienne, a vécu l'un des épisodes les plus violents. كنت في البيت برضه كان ابوي يعني ما قاعد يمشي شلنا ابوي بدرداقه بعده عملنا زي 3 يوم مش 3 زي اسبوع كده فبعده تاني كانت في حرب يعني في يوم الجمعة حرب حقت يوم حرب بتاع المدارس فاليوم دي كانت يعني ضربوا ولدي واختي لا ولدي وامي كان كده يعني. J'ai perdu tous mes parents à l'événement qui était passé à Al-Junena. Et actuellement, je suis devant vous ici. J'ai perdu 4 de mes parents biologiques, 3 frères, et le père et la maman. الطريقة طبعا الحادث ده حادث ولدي وحق أمي ده بدري يعني قبل يوم الأخيرة فأمي مضروبة طبعا ما بتقدر تمشي لمكان لمكان فالزمن ده كان في دهانات يعني خلاص احنا حاولنا يعني كان ما عندنا حاجة عشان نجوا بيها أو نودوا أمي في مستشفى فجلستنا كان عندنا تلفونات كبار للهسي ده فحاولنا خرجنا لقينا مشينا لبتاع العربية قلنا له عندنا قروش ده بس تودينا قادرة تودي أمي في مستشفى خلاص جابونا يعني أنا وأختي كبيرة أختي صغيرة مني جينا المستشفى لأمي جبناها فبعد ده خلينا أخواتي البقية كان ورا احنا جينا أصلا قدام يعني جبنا أمي في المستشفى كان رجلها ده يعني كان إصابته كبيرة ده اللي كان جاب قرآنهم يعني كان يوم الأول ويوم الثاني حتى أختي الكبيرة اتفقد يعني يوم هنا. Dans cette région, les combats se sont vite transformés en massacres de civils, souvent ciblés à cause de leurs origines ethniques. Des quartiers ont été brûlés, des familles entières exécutées. Le niveau de violence était tellement élevé que des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir à pied sans rien, marchant pendant des jours jusqu'à la frontière tchadienne. Aujourd'hui, une grande partie de ces réfugiés se retrouvent ici, dans le camp d'Abou-Tengue, comme Abdul Majid et Salwa. فاحنا جبنا أمي هنا في عدرة عملنا زي أسبوع كان في حرب يعني حرب الأخير ده فأختي بعيالها كان جاي في الشارع قال ضربوها في رجله هنا المهم خلاص أختي قالت وقعت وعيالها قال بنتصروها خلاص الشمس سخن قال ودوها جوا لقوا غرفة فبعدها خلاص حسوا إنه هي ما تتكلموا كده فلقوا أقرب زول جابوها قال لهم اتوفى أمكم امشوا فخلاص قالوا جو في الشارع هناك يعني جمع المشتركة هناك خلاص قابلوا أختهم كبيرة وحتى قابلوا أخواتي. Pendant quelques jours, donc, on a avoir une occasion d'une véhicule. Il nous a fait sortir de quelques kilomètres du pays. On est arrivé vers les barrières soudanaises et le tchadien. Et quand nous sommes venus là-bas, donc vraiment c'est catastrophe. Nous avons eu tous les cadavres dehors. Personne ne pense à prendre un cadavre, aller l'enterrer, ou bien personne ne peut penser à la cadavre pour l'amener quelque part. Donc chacun cherche à sauver sa vie. Et nous avons fait tout donc, pour s'en sortir. On peut dire encore Dieu merci, je peux le dire. Ça fait combien de temps que tu es ici maintenant? Ça fait presque 2 ans moins. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux décrire ce que tu as ressenti quand tu es arrivé à Adré et que tu as revu des gens de ta famille? كان شعور حزين جدا يعني
وأصلا فرحنا إنه هم عاد منهم وصلوا وقد حسينا إنه فقدنا واحد كان فيها حزن. Après quelques jours, donc, HCR a commencé à construire des abris. أصبحنا توالي قاموا عطونا بيوت يعني أنا هسه في بلك 4 هسه ساكنين فيها. And are you happy with this room? خايفة أصلا عملت غرفة تانية طبعا بالتين فأصلا أي من الحرايق والحاجات دي. أنت سمعتي مش النار اللي بحصل ده؟ Là où je suis, c'est malheureusement où il y a eu un incendie il y a quelques jours en pleine nuit. Et en fait, c'est terrible ce genre d'événement parce que ils reçoivent une ration de nourriture par mois, ils ont un bidon pour récolter de l'eau, ils ont quelques habits, quoi. Ils ont vraiment très peu de choses avec eux. Puis en fait, là, tu perds tout, quoi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de plastique, de paille, tout brûle très très vite. Et il y a eu un enfant qui a été brûlé. Je l'ai vu aujourd'hui à l'hôpital, il est vraiment brûlé à plusieurs endroits, il est sourd-muet, donc il n'a pas en fait entendu les gens crier au feu, au feu. Et il y a plusieurs personnes qui sont complètement choquées de ce qui s'est passé, donc c'est vraiment un drame sur un drame. Et bien sûr, ici dans le camp, on a beaucoup de problèmes. Le premier problème, donc le problème de sécurité. Le deuxième point, donc on a problème d'eau. Quand vous sortez aussi donc, vers le robinet qui se trouve dans le camp ici, que 1000 ou bien presque 100 quelques bidons qui sont là installés devant le robinet, mais pas d'eau. Et en même temps, donc, nos mamans et nos petites sœurs qui sont là à attendre l'eau, et l'eau parfois ça n'arrive même pas dans toute la journée. Bon les amis, là je suis à côté d'un point d'eau. C'est un endroit où il y a des robinets et l'eau est distribuée mais de façon aléatoire, il n'y a pas d'horaire fixe. Là par exemple il y a 4 réservoirs et il y en a 3 qui sont secs de chez sec et le 4e où il y a vraiment un tout petit peu. Et ce qui fait que ouais, c'est vraiment le problème numéro 1 ici sur le camp. On dit qu'en moyenne par jour et par personne il faudrait 15 litres d'eau pour être dans les standards entre 15 et 20 litres. Là on est plus autour des 6 litres ici sur ce camp. Alors c'est des chiffres un peu comme ça bizarres et droppés au hasard, mais pour vous donner un ordre d'idée, en Suisse on est plus autour des 100 litres par jour par personne. Ici sur le robinet du bloc 9, et voilà comme vous voyez tous les bidons sont mis en place au rang. Et depuis le matin donc ça arrive une fois par la journée. C'est pour ça qu'il y a toujours des gens qui attendent. Oui, qui attendent maintenant de l'eau ici. Il y a tout le monde et personne, tout le monde respecte, hein, tout le monde reste bien. Tout le monde respecte à son rang. How many liters you can put of water in one like this? It's 9 liters. 9? Yeah. Yeah. Do you think everybody can have water? Like all the... No, all of them they not have because of what? All people they cannot take it only one time. They will take it after 2 days, 4 days, they will take one time. Un truc que j'ai découvert sur le camp, c'est qu'à Abu Tengue, en plus du staff international comme Nouria, il y a aussi près de 300 personnes comme Nouhedine qui travaillent aussi avec MSF. Pour la plupart, ces personnes sont aussi des réfugiés, mais elles assurent différentes responsabilités pour l'association, comme la promotion de la santé, le lien entre MSF et les réfugiés, ou le soutien à la vie générale dans le camp. Parce que oui, la vie dans le camp d'Abu Tengue est bien présente. Le marché, tu viens tous les jours? Oui, je viens tous les jours au marché. Ouais. Toutes les personnes que vous voyez maintenant sont installées ici, donc sont tous des Soudanais. Et comme le boulot qu'ils sont en train de faire maintenant, comme vous le voyez, donc c'est le même travail qu'ils sont en train de le faire ça au Soudan. Et ça, c'est le même métier qu'ils sont en train de faire avant. Ok. Et oui, personne n'a changé son travail. Franchement, ce marché, c'est l'un des endroits les plus vivants du camp. C'est tout le temps plein de monde, il y a même des gens du village autour qui viennent se ravitailler ici. Ce qui est fort, c'est que les stands sont tenus par des réfugiés eux-mêmes. C'est des Soudanais qui, pour beaucoup, ils faisaient déjà ce métier avant de fuir la guerre. Et on trouve de tout. C'est vraiment comme une mini-ville au milieu du camp. Tu as trouvé une pharmacie? Ouais. C'est intéressant, il y a des antibiotiques, il y a du vomisal. C'est quoi? Je sais pas, je pense pour si tu vomis. Antivomitif, ouais. Du Gaviscon, finalement c'est des médicaments qu'on connaît bien. Hein.
Voilà les amis, on se promène un peu. Il fait chaud. Il fait chaud. Et en vrai, la dernière fois que j'étais dans un camp, c'était à Goma. C'était beaucoup plus complexe à filmer. Là, tu sens que... Je sais pas, vu que la situation s'est stabilisée, que les gens sont déjà dans des projets à moyen, long terme ici, ça fait que c'est assez simple, assez agréable de tourner. Quoi, en même temps, je vous dis ça, mais je suis assez observé là au moment où je vous parle. Je vous montre. Hi. My name, Sacha. Sacha. Ah, c'est bien, c'est bien. Disons mon prénom. Au-delà des activités médicales, il y a évidemment toute une organisation pour les plus jeunes. Des écoles, des activités, des espaces pour apprendre, jouer, respirer un peu. Et puis, il y a aussi des activités que je m'imaginais pas du tout retrouver dans un camp de réfugiés. Which kind of activity do you can find in the camp? We have a very big football match, and me also I'm football leader. Ah yeah? Yeah. You what? You striker? Yes, it's me also I'm football lady, and I love it because we have matched before in February 2024 with MSF women, and it was very nice. Oh, there is a football game. I want to see your skills at football now. I'm pretty strong. Huh? Are you? Yeah. All people there, they know MSF. اسمه منو؟ Sasha. Sasha. You see, they know my name, huh? Yeah. It's crazy, huh? Et dans ça, donc, nous, ce qu'on veut, on est en train de créer des groupes dynamiques de jeunes, de championnats de football, pour qu'on puisse amener nos frères qui sont un peu malades, de les ramener, de rester avec nous, pour les faire s'en sortir un peu des pensées ou bien de ce qu'il a vu au moment de la guerre au pays là-bas. What a goal! Come on! You're a striker, you didn't lie, huh? They didn't forget what is happening in Sudan. They want to change their minds and mentals to be safe from mental health issues. This is what they starting to do. Okay, penalty. Je suis KO. Je suis KO, mais c'était une bonne journée. C'était trop cool de rencontrer ces deux jeunes. Méga chanceux d'avoir pu avoir leurs histoires ou les partager. Mais j'espère que ça vous aide à mieux comprendre un peu les défis qu'ont les réfugiés en ce genre de camp, qu'ont aussi toutes les ONG qui travaillent autour. Je sais pas où vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être chez vous, peut-être dans le train, peut-être que vous avez d'autres problèmes en tête, je sais pas. Mais je pense que ce que vous pouvez essayer de retenir de tout ça quand même, c'est cette résilience qui est folle, quoi. Bon, je vais faire une petite sieste devant le coucher de soleil, vous m'en voulez pas. De toute façon, vous pouvez pas me répondre. Là, on a un problème. Je suis allé aux soins intensifs pour voir si Nouria elle allait bien, si elle avait passé une bonne journée. Et là, je l'ai vu autour du petit qui a le très grand cœur qu'on avait vu. Et bah, il va pas bien. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais ils sont en train de le ventiler. C'est... J'ai rien envie de vous dire parce que je suis pas médecin et je sais pas. Mais là, tu sens qu'il y a une urgence, quoi. Et vraiment, j'espère que ça va bien se passer pour le petit. Je pense qu'hier, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé.
C'est un enfant qui, finalement, avec le temps, est malnutri. On a des examens complémentaires qui sont limités. Je sais pas trop ce qui se passe, les amis. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. En fait, ce qui est bizarre, c'est que tu rentres très vite dans une routine, tu vois. T'as tes horaires du matin, t'as tes cas. Puis je sais pas, en fait, je trouve, je me suis un peu laissé endormir par la situation parce que tout était assez fluide, tout le monde était content, tout le monde était ok que je filme. J'ai récolté des témoignages qui étaient ultra touchants, mais il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup d'espoir, puis tu vois toujours vers l'avant. Et là, ce petit qu'on a vu il y a quelques jours, j'avais aucune idée qu'il allait terminer aux soins intensifs là ce soir. Et puis là, d'un coup, en fait, t'es en train de discuter de savoir ce qu'il va pouvoir survivre ou pas, quoi. Donc ouais, c'est une piqûre de rappel. Et c'est pas une bonne piqûre. Je pense que là, on est dans une phase où on est dans la limite de ce qu'on peut faire. On te supporte, donc on fait la fonction, on te prépare le matériel, on fait un drainage avec une poche vide. C'est tellement abondant, on ne pouvait pas quand même écouter si vous pouvez aussi. Alors, soit on donne un deuxième bolus de 10 kg, soit on met en place de l'adrénaline. Mais là, ça dépasse mes compétences si j'ai besoin de Dr Michel. Soit on fait des soins palliatifs. S'il n'y a rien à faire, c'est d'éviter la souffrance. Comment tu vis ce moment où vous êtes là autour de lui, vous discutez, vous débattez, vous devez prendre une décision? Comment tu gères ce truc en tant que Nouria? Je pense que c'est la première fois où j'arrive à un point où je sens que je suis à la limite de mes compétences. Je sais que, avec l'expérience que j'ai, et c'est complètement normal, je peux pas tout savoir. Et là, on se retrouve limité. Avec les protocoles qu'on a, avec les ressources qu'on a. Et c'est frustrant, c'est clair. Et c'est difficile de vivre ça dans ce nouveau contexte. Je savais que c'était quelque chose qui allait se passer ici. J'en étais consciente. Et je pense que ça me... Pas que ça me protège, mais qui fait que je prends un petit peu plus de recul. Mais est-ce que ça te fait peur de créer un nouveau toi-même? Ouais. Ouais, clairement. J'ai peur de créer de la distance, de me déshumaniser alors que je suis pas comme ça. Mais d'en être consciente, c'est déjà la première étape. Et je pense que c'est en se disant tous les jours, ok, si je suis confrontée à une situation difficile, de se rappeler pourquoi je suis là. Et de pas me dire, ok, en fait on est limité, on va juste attendre. Non. Ce serait le moment de faire la ponction. On essaye. Avant qu'il se crache de nouveau. Donc là, le plus important, ça je vais tirer moi dessus. Comme ça, toi, ton job c'est vraiment de ne pas bouger. Est-ce que vous pouvez me donner un haricot pour que je puisse signer? Oui. Ces paramètres qu'elle vient vérifier de l'autre côté.
Quand tu allais te coucher hier, quand tu es parti, tu pensais qu'elle allait passer la nuit ou pas? Franchement, je savais pas, ouais. Mais j'étais tellement perdue dans ce qui s'était passé que j'arrivais pas à réfléchir. J'arrivais pas à me dire, ah, on va aller dans telle direction, on va aller dans telle direction. Après la décision prise par Nouria et l'équipe, l'enfant a finalement pu être stabilisé. Il va mieux et son pronostic vital n'est plus du tout engagé. Est-ce que tu es fier de faire partie de ce projet quand même? Oui, bah forcément. Il y a tout ça qui a été construit. Moi, j'arrive en chemin, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je me rends compte au fur et à mesure des jours que les ressources, certes, elles sont limitées, mais c'est là toute la beauté de l'humanitaire. C'est vraiment d'optimiser les ressources pour la plus grande population possible. Sometimes, do you want to give up? As me, I don't want to give up because the key of my life is education. If I didn't find someone to help me, because I have phone and internet, I will search to find education. Education can open your mind, your knowledge to be in safe place. If you give up, you lose your energy, you lose your place, you lose your life. So that's why I don't want to give up, if it's difficult also. Il faut avoir, en tant qu'un homme, il faut avoir quelque chose dans ton esprit ou bien dans ta vie réelle et pour ta famille aussi, pour le futur. Pour faire seulement que s'en sortir la communauté de cette crise. Je parle pour la situation générale de la communauté et de la jeunesse d'Abou-Tanguekam. Un camp de réfugiés, c'est pas juste un endroit où on survit. C'est un endroit où chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants essaient de reconstruire une forme de normalité malgré les traumatismes. Et si on prend le temps de regarder derrière chaque tente, il y a des histoires qui méritent d'être entendues. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus, et si c'est le cas, je compte sur vous pour la partager.